Vox Feminarum, puisque les femmes ont tant à partager. Alors oui, Vanessa, comme tu me parlais justement de l'accès à l'eau, Oui. et du coup aux problématiques liées à l'hygiène, parce qu'effectivement, quand tu dois anticiper le fait d'avoir un accès à l'eau, quand tu as tes règles, c'est quand même un vrai sujet pour les femmes. Oui. Et c'est pour ça que tu n'oublies pas de remplir tes bouteilles d'eau, tous tes contenants possibles, parce que tu peux pas faire autrement. On n'habite pas tous à proximité d'une rivière, forcément, et puis c'est pas pareil. Voilà, Bien sûr. pas pareil. Et quand on évoquait les règles tout à l'heure, tu me disais que il y avait une éducation qui était en lien beaucoup à la compréhension de la fécondité, voilà. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est lié à ma génération. En tous les cas, moi, c'est comme ça que j'ai été élevée. C'est-à-dire, à partir du moment où on a ses règles, tout de suite, les garçons, attention. C'est pas la priorité, il faut faire attention. Comme on disait tout à l'heure, ne pas se retrouver enceinte, t'es pas mariée, t'es rien du tout. Enfin, en gros, c'est quelque chose où il faut faire hyper gaffe, absolument. Et donc, ça crée aussi ce sentiment de l'épanouissement dépend de quand j'aurai trouvé quelqu'un, là, c'est bon, on sera mariés et on pourra continuer. Voilà. Et c'est après, en arrivant en fait en France métropolitaine pour faire mes études, et c'est là aussi où j'ai commencé à prendre la pilule, très clairement, parce que dans toutes les familles, c'est pas quelque chose qui est abordé très tôt. On va te dire attention, mais de là à franchir le pas, t'emmener chez un gynéco pour prendre la pilule, ça sous-entend peut-être que tu veux avoir des rapports sexuels. Or, on t'a dit que c'était pas la priorité. Donc, tu vois, donc il y a un peu aussi une sorte de loyauté familiale où on va pas demander parce qu'on ne l'a pas proposé. Donc, on veut pas non plus donner l'impression qu'on va avoir des rapports sexuels. Donc, du coup, on n'a pas, on fait rien. En tout cas, voilà. Et c'est en arrivant ici, donc à l'université, forcément que la question se pose. Et donc là, on va voir un gynéco, on commence et on comprend aussi, et c'est en cela que je parlais de puissance, que on est quand même capable de donner la vie, que ça fait de nous, on rentre dans une certaine catégorie et que il n'y a rien ni de mal, ni de sale, ni de quoi que ce soit, mais qu'on peut aussi avoir des rapports sexuels sans que ça engendre une maternité. Alors, c'est intéressant d'aborder le thème des loyautés familiales, parce que l'histoire des Antilles, elle est riche. Et j'allais dire, elle est méconnue pour les métropolitains. J'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui te choque le plus dans l'expression de la République française aux Antilles ? C'est le traitement. Il y a eu à une certaine période un certain nombre de référendums, de choses qui ont été faits. Et ce qui m'avait, moi, choqué à l'époque, c'est d'entendre, y compris parmi nos hommes politiques, dire oui, mais voilà, accéder à plus d'autonomie, c'est perdre les minima sociaux, c'est perdre toutes ces choses, comme si on était réduit qu'à ça, en fait. Mm-hmm. Et c'est souvent ce qui nous est mis en avant et qui est répété, quels que soient les posts qu'on peut voir sur les Antilles, systématiquement, tu vas avoir un ou plusieurs ou même des centaines de commentaires en disant « Ah ben, on va tout vous couper et puis vous allez voir, en fait. » Comme si déjà, ne serait-ce qu'ici, en France métropolitaine ou aux Antilles, les minima sociaux suffisaient à vivre correctement. J'en doute. Voilà. Je pense que les gens s'en rendent compte de plus en plus, maintenant, peut-être plus. Et ensuite, on n'est pas que ça. On fait aussi partie de l'histoire de la France. Parfois, on a envie de dire on n'a rien demandé, mais on y est, en fait, au final. Et donc, est-ce que c'est mal, un peu, si on parle aussi de loyauté, c'est un peu comme un rapport enfant-parent, est-ce que c'est mal de dire qu'on veut plus ? Est-ce que c'est mal de dire qu'on ne veut pas être traité comme ça, qu'on voudrait que les choses changent, qu'on voudrait être reconnu, qu'on voudrait avoir des opportunités pour pouvoir rentrer sur nos îles respectives et y travailler ? Est-ce que tout ça, c'est mal, en fait ? Et c'est ça qui est difficile, et parce que on a l'impression que cette expression-là est traduite comme un manque de reconnaissance ou comme de l'ingratitude. Mais ça nous renvoie encore à un rapport parent-enfant. Voilà. Et c'est l'impression qu'on a, c'est ce côté, si on lève la main en disant, est-ce qu'on imagine dire à son enfant, non, tu ne feras pas des études.
juste parce qu'on n'a pas envie. Non, on va essayer de l'accompagner autant qu'on peut vers cet objectif qu'il souhaite atteindre. Or, nous, on a l'impression que toute tentative de sortir de quelque chose se solde par voilà, soit des formes de violence, soit des formes de grève, soit des reproches, ou soit cette menace, on va vous couper, on va arrêter. Alors que derrière, il y a aussi des enjeux géopolitiques. Des colonies, des anciennes colonies, si elles sont là, elles ont aussi un rôle à jouer. Et nous, on le voit d'autant plus qu'on est entouré d'îles anglophones. Je pense que les gens ont tendance à oublier ça, qui font pour beaucoup partie du Commonwealth et qui ont un rapport totalement différent avec leurs anciennes métropoles. Voilà. Moi, je parlais de Sainte-Lucie, que je connais bien parce que des membres de ma famille sont originaires. Mais le rapport qu'il y a avec l'Angleterre n'est pas celui qu'il y a entre les Antilles et la France. Donc tout ça, nous, on le vit. On est en plein milieu de tout ça. On regarde comme un enfant pourrait l'être aussi au sein d'une école et voir comment ses autres camarades évoluent et se dire, mais pourquoi pas moi aussi? Donc c'est ce côté-là qui est un peu ambigu et qui est peut-être pas facile. Alors, tu évoques un rapport de parent à enfant. Moi, ça me surprend beaucoup que tu utilises cette métaphore-là, parce qu'aux Antilles, les gens travaillent et payent leurs impôts. Oui. Donc, fiscalement, ils sont citoyens et citoyennes au même titre que les personnes qui sont en métropole. Donc, il n'y a pas d'histoire de parentalité là-dedans. Il ne devrait pas. On fait tous et toutes société au même titre. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y aurait une citoyenneté au sens de la taxe, mais pas au sens du droit. En tout cas, c'est l'impression que j'ai et que je pense qu'on est beaucoup à avoir. Qu'est-ce qui révolte le plus les Antillais, tu crois ? C'est toujours difficile, parce que je ne prétends pas parler au nom de tout le monde, mais je pense que la première chose, c'est cette différence de traitement. Voilà, comment est-ce qu'on explique voilà, l'accès aux soins. Prenons l'exemple de l'accès aux soins. Que quelqu'un a déjà mis les pieds à l'hôpital de Pointe-à-Pitre. Voilà, c'est juste terrible. C'est juste terrible. Vous arrivez, l'hôpital est en haut de ce qu'on appelle un morne ou une colline, si vous voulez. Donc, il faut se garer en bas. Il faut se garer surtout très loin. Donc, vous imaginez, vous arrivez peut-être enceinte, déjà un petit peu... vous avez une pente comme ça, en plein soleil, à devoir monter. On arrive là-bas. Comme dans les hôpitaux, j'ai l'impression que ce qu'on a vécu, finalement, arrive maintenant. C'est-à-dire ces délais interminables, cette prise en charge approximative. Et il y a beaucoup d'ultramarins qui viennent en métropole pour se soigner parce qu'il manque encore beaucoup de choses. Et dernièrement, il y a eu en Guadeloupe l'acquisition d'un nouveau scanner. Mais au bout de combien de temps ? Combien d'ultramarins sont partis pour venir se soigner ici ? Il y a un étage, je crois, ou une aile de l'hôpital qui a pris feu. C'est terrible quand vous voyez ça de l'extérieur, cette surface noircie. Voilà, donc c'est ça, c'est cette différence en fait de traitement. Donc voilà, donc on va me dire aujourd'hui, oui, dans les hôpitaux en France, c'est la même chose. Mais finalement, j'ai envie de dire, on le découvre maintenant. Nous, ça fait longtemps que ça fait longtemps que vous en avez conscience. Que ça existe. Donc c'est ce sentiment-là aussi. Du coup, quand on évoque tout ça, la place du féminin aux Antilles, ça t'évoque quoi ? On avait un petit peu parlé quand on était à l'assaut, et moi, ce que je disais, et qui est une opinion qui n'est pas toujours, en tout cas au sein de ma famille, qui n'est pas du tout partagée, la femme antillaise, de mon point de vue, a toujours été ce côté, on aime bien valoriser potomitan, quelque chose, un roc, quelque chose d'indestructible. Et en fait, moi, je pense très sincèrement que c'est plus une malédiction qu'autre chose. Parce que c'est l'idée qu'on peut tout supporter, qu'on peut tout faire. Et je pense que même dans la société occidentale, on commence à remettre un peu aussi ce modèle de Wonder Woman. Et le féminin aux Antilles a longtemps été un peu privé de toute forme de plainte parce qu'on est censé être forte. Parce qu'on est censé être le fameux potomitan, on peut tout faire. Et il y a eu un reportage il n'y a pas longtemps sur Outre-mer, la première, concernant la place des pères, justement. Et qui, malheureusement, dans nos sociétés, est très aléatoire, presque absent pour beaucoup, pas tous, heureusement, mais pour un certain nombre. Et en face, il y a toujours cette maman qui a toujours été là, qui peut tout, qui sait tout.
voilà, jusqu'à ce qu'elle finisse par mourir d'un cancer. Enfin, c'est dommage, mais c'est un peu ça. Et moi, pour moi, c'est quelque chose que j'ai toujours, voilà, que j'ai pas rejeté, mais que pour moi, c'est plus un poids, c'est une forme de malédiction plutôt qu'autre chose, parce qu'il n'y a pas la place pour s'exprimer sur ce qu'on peut ressentir. Il n'y a pas la place pour dire non, pour vouloir autre chose. Voilà, parce que c'est une image qui nous colle ou qui nous a collé à la peau pendant longtemps. Et tu penses qu'elle vient d'où, cette image ? Je sais pas. Est-ce que c'est le poids de ce qu'on a vécu ? Est-ce que c'est... Après, moi, j'ai presque envie de dire, encore une fois, on se tourne vers les filles, vers les femmes. Pourquoi on ne se tournerait pas vers les hommes et leur dire pourquoi ils sont absents, voilà, de nos sociétés antillaises en particulier ? Pourquoi ils ne jouent pas leur rôle ? Pourquoi ils n'assument pas leur paternité, leur parentalité ? Parce que ça aussi, c'est un vrai problème dans nos sociétés de pères absents. Alors, ils ne le sont pas, encore une fois, pas tous, et heureusement, mais il y a quand même une grosse proportion de pères, voilà, qui ne prennent pas leur place. Qui prennent pas leur place, voilà, c'est ça, tout simplement. Et si je devais parler de mon histoire personnelle, pourtant, et c'est ce qui crée encore plus de frustration chez moi, on a l'impression d'avoir coché toutes les cases. On m'a dit, il faut travailler. J'ai travaillé, il faut faire des études, il faut travailler. Il faut se marier, je me suis mariée. Et malgré tout ça, au-delà de l'échec du mariage, on pourrait se dire, on a échoué notre mariage, mais on peut réussir cette forme de... Non, il s'en va et il retourne aux Antilles. Mais c'est quoi comme parentalité, ça ? Enfin, voilà. Et ils sont encore nombreux dans ces cas-là, où on est dans une forme de moi d'abord, je n'ai plus envie, j'ai fait ce que j'avais à faire ici, tant pis s'il y a des enfants, je rentre aux Antilles. Donc, voilà. Donc, pourquoi la femme est potomitante, mais en même temps, pourquoi est-ce qu'en face, un certain nombre d'hommes, alors est-ce que c'est une question de génération ? J'en sais rien, je ne fréquente pas de jeunes hommes de 20 ans, mais pourquoi cette génération-là est aussi absente dans son rôle de père ? Pourquoi cette fuite, en fait ? C'est ça, ouais. Oui. C'est une bonne question. Je pense qu'on devrait leur passer le bâton de parole pour qu'ils puissent nous apporter des réponses. Parce qu'effectivement, dans une société qui reproche beaucoup aux mères, parce que ça, on le voit dans les témoignages, de ne pas laisser de place assez au père, que le père n'est là que pour payer la pension alimentaire. Encore une fois, il faut valoriser la totalité des besoins des enfants et y répartir équitablement les charges, qu'elles soient financières ou qu'elles soient morales. C'est ça. Et mentales, j'allais dire, au sens du nombre d'heures passées à s'occuper de l'enfant. Mais qui est aussi une prise en charge de l'enfant dans ses besoins primaires, donc des besoins affectifs, des besoins psychologiques. Oui. D'identification aussi, de construction de soi. Et effectivement, cette absence, moi j'observe que la loi aujourd'hui, on en parle, il faut que le père soit présent et que la charge mentale soit partagée, mais on a besoin de leur expliquer en fait. Enfin voilà, c'est-à-dire que toi et moi, nous sommes mamans, on a ce grand cadeau. On ne s'est pas levé un matin en se disant « Tiens, est-ce que ma parentalité, je l'exerce ou pas ?» Est-ce que... Voilà, on les deux fait et on l'exerce. Alors, c'est peut-être ça le pouvoir féminin. Je ne sais pas, l'art de ne pas prendre la fuite. Je laisse la question en suspens. Mais en tout cas, de se dire, effectivement, c'est un peu facile de venir faire porter sur les épaules des mères ces responsabilités. Messieurs, faites vos parts, prenez vos places, personne ne vous les vole, personne ne vous les prend. Juste exercez du mieux que vous le pouvez avec ce qu'on vous donne. Parce que comme tu le dis, l'échec d'un couple, c'est une chose. Oui. J'allais dire, on est tous des adultes. Tout à fait. On peut se remettre d'à peu près tout. Je veux dire, quand on est adulte, voilà. Mais quand il y a des enfants, la systémique familiale, elle peut être complexe. Oui. Et comment expliquer aux enfants l'absence du père sans laisser de traces. C'est ça, moi, mon combat. Parce que comment expliquer que papa est retourné aux Antilles ? Comment expliquer pourquoi il l'a fait ? J'ai envie de dire, j'en sais rien. Il faut peut-être lui poser la question. Mais en même temps, et ça revient encore où c'est encore cette charge-là. C'est à nous d'expliquer. Voilà, et sans le dénigrer, sans dire des choses peut-être qui vont braquer l'enfant ou qui vont... Voilà, comment trouver les mots Oui, et puis quelle est la place du mensonge dans la transmission ?
alors, moi, j'ai tendance à penser qu'une bonne vérité vaut mieux qu'un mauvais mensonge, parce que les enfants comprennent bien plus qu'ils savent en dire ou le verbaliser, et ils ne sont dupes de rien. Je pense que souvent, on leur laisse pas assez justement d'espace d'expression. Alors, il y a un âge raisonnable où la loi permet aux enfants de discuter avec un juge, qui est apprécié en fonction de multiples critères qui me paraissent un peu complexes aujourd'hui. Mais je pense qu'effectivement, c'est compliqué pour les mères de devoir expliquer la défaillance, on va utiliser le mot, de personnes qui font des choix qui nient la présence des enfants, tout simplement. Parce que quand on est véritablement conscient, et c'est valable aussi pour les femmes, il y a des familles monoparentales dont l'homme a la charge, il y a des mères qui sont abandonniques et qui choisissent de ne pas prendre leur place, et ça, je pense qu'il faut le dire aussi, parce que c'est important. Effectivement, ça crée des situations complexes et des situations de double lien, parce que pour ne pas entacher la relation de l'enfant avec l'autre parent, c'est ça. Il faut trouver les bons mots, le juste, la voie du milieu. Ça demande un véritable exercice de style. Et ça rajoute aussi à la charge mentale. Parce que parfois, on aurait envie de dire les mots tels qu'on les ressent. On aurait aimé aussi, mais l'enfant n'est pas là pour recevoir cette forme de colère non plus. Mais en même temps, fatigue un peu. On est fatigué. S'il y a une femme que tu admires, Vanessa? Il y en a plusieurs. La première, c'est Christiane Taubira. Parce que, alors non pas pour des raisons politiques, mais plus pour tout ce qu'elle a subi, tout ce qu'elle a entendu, notamment pendant toute cette phase où elle voulait pour la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Et il y a eu des choses horribles qui ont été dites sur elle. Et voilà, moi, ça m'a beaucoup touchée aussi en tant que femme, et j'ai trouvé très courageuse, d'être allée jusqu'au bout, d'assumer ses convictions, et même jusqu'à maintenant, même si je ne les partage pas toutes, mais je suis quand même très admirative, parce que je me dis des fois, est-ce que j'aurais subi, supporté, accepté de lire ou d'entendre autant de choses à son sujet. Donc ça, c'est la première. La deuxième, c'est Rokhaya Diallo aussi, pour les mêmes raisons. Pareil, même si je partage pas tout, mais j'apprécie le fait de poser les mots, qu'on ose dire les choses. On est dans une période, je trouve, où tout le monde part du principe qu'il faut tout dire et tout et n'importe... dès que ça nous vient à la tête, il faut que ça sorte direct. Ok, mais il faut savoir aussi accueillir et entendre ce que les autres ont à dire. Et ça, Et ça, malheureusement, ça va souvent que dans un sens ou dans un sens d'une certaine catégorie de personnes. Donc, ce sont déjà ces deux premières femmes pour leur engagement et puis pour cette forme, j'aime pas ce mot résilience. J'associe à résigner, mais bon, c'est pas le but, mais pour cette capacité à endurer tout ça, parce que quelque part, ça interroge et je me dis, ça doit être difficile. Ça doit vraiment être difficile. Ça demande, je pense, un état d'esprit. Et puis ensuite, la troisième femme à laquelle je pense, mais il y en a plusieurs encore, il y en a encore plein, mais je vais m'arrêter là. C'est aussi Gisèle Pelicot. On a l'affaire Pelicot. C'est terrible. Et puis, pareil, se montrer, vouloir que le procès ne se fasse pas à huis clos. Waouh, je sais pas comment... C'est immense de sa part. Ah oui, franchement, je sais pas comment... Aller tous les jours, se rendre au tribunal, moi, le peu de fois où j'ai pu y aller, ça m'avait déjà épuisée en fin de journée, surtout quand en face, la personne raconte n'importe quoi, et qu'il faut malgré tout, il faut rester calme, il faut écouter, il faut apporter ce qu'on disait tout à l'heure, des preuves, il faut démontrer ce qu'on dit. Et elle, face à ça, face à tous ces hommes, peut-être même les images, ils ont parlé d'images, de choses qui ont été montrées, filmées. Respect immense. Oui, immense. Absolument. Du coup, si tu avais une baguette magique, je te la donne, t'en fais ce que t'en veux. J'adore les baguettes magiques. Vas-y, utilise cette baguette magique, Vanessa.
Fais apparaître ce que tu veux. C'est quoi la première chose qui te vient? La première chose, je commencerai par l'hôpital en Guadeloupe. Voilà, c'est encore, j'y reviens parce qu'il y a un nouveau qui est en construction, qui a été retardé, qui est bientôt fini. Je ne sais pas trop exactement où est-ce qu'on en est sur ce sujet-là. Et en particulier, j'aimerais qu'il y ait tout un pôle qui soit consacré à la drépanocytose. Voilà, c'est une maladie qui nous concerne, principalement les personnes noires. Et voilà, ce sont des choses... je soutiens aussi une association qui travaille dans ce sens. Et pareil, ça touche quand même un certain nombre de personnes. Et on a l'impression qu'on parle très peu. Ou il n'y a pas si longtemps que ça où le dépistage devient systématique. Ce n'était pas le cas. Et là où moi aussi, on a chacun aussi sa part de responsabilité, j'ai vraiment pris conscience de ce qu'elle représentait, cette maladie, parce que mon fils est porteur sain. Voilà. Et jusqu'à maintenant, on entendait parler, mais voilà, sans plus. Parce que pareil, comme pour les mamans solo, ça fait partie du paysage. Donc, on sait que ça existe, mais sans vraiment s'en rendre compte. Et là, j'en ai vraiment pris conscience quand on a dû faire des examens complémentaires pour savoir s'il était réellement porteur ou s'il allait développer les symptômes. Et finalement, il est porteur sain, mais voilà, ça nous met aussi, nous, en tant que parents, devant cette problématique-là. Et c'est là où on se rend compte que, voilà, il manque encore beaucoup de choses en termes d'information, en termes de traitement. C'est là où on se rend compte, où moi, à l'époque, on m'a parlé de Canada, qu'il faudrait peut-être aller au Canada pour trouver un traitement qui nous permettrait de vivre plus confortablement si, effectivement, c'était avéré qu'il y avait la maladie. Enfin, voilà, et c'est là où on tombe des nues. On se dit, mais on est aussi nombreux, et autant de personnes, autant d'enfants, autant d'adultes qui vivent avec cette maladie. Il n'y a rien, enfin, c'est des bric-brac de médicaments, c'est des... Ouais, voilà, donc je commencerai par ça. Une prise en charge respectueuse voilà, et des surtout citoyens concernés. Qu'il soit possible en France, parce que on est une grosse partie de la population à être touchée et à être concernée par cette maladie. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, l'eau, si on pouvait avoir un réseau d'eau potable correcte, voilà, ce serait vraiment top de pouvoir pas avoir à se soucier. Oui, il y a des cyclones, oui, il peut y avoir des problèmes à une station d'épuration qui déborde, etc. Mais pas des choses structurelles, parce que là, on est sur du structurel. Et dans le même temps, c'est ce qui est terrible, c'est que le réseau est tellement défaillant qu'on perd des tonnes et des litres, enfin, je sais pas comment on dit ça, des quantités astronomiques d'eau. Donc, c'est hallucinant. Enfin, on pourrait se dire, OK, ils n'ont pas d'eau, bon, ils se débrouillent. Mais en même temps, le réseau est tellement défectueux qu'on perd aussi de l'eau. Donc, c'est une ressource qui est en train de disparaître, de partir à la mer. Et ça aussi, ça devrait aussi être une source de motivation pour essayer d'en arriver au bout. Sûr. Parce que c'est aussi de l'eau qui se perd. C'est une ressource qui est quand même importante. Donc, c'est ça. Et puis après, c'est pour... la troisième chose, ce serait pour les familles monoparentales. Des choses basiques, hein. Pourtant c'est une baguette magique, mais si on pouvait commencer par le plus important, c'est-à-dire la reconnaissance, c'est-à-dire un soutien en termes de, pas seulement financier, mais aussi dans le parcours de carrière des mamans, qu'on soit pas, finalement, se sentent pas privées de vouloir évoluer, d'avoir encore de l'ambition, de prétendre à autre chose. Mais souvent, cette ambition, elle est un peu freinée parce que, il faut aller le récupérer, qui va le récupérer, puis la nounou, elle peut pas ce soir, et puis, enfin, voilà, c'est des choses très terre à terre et qui pourtant font qu'on va renoncer à certains postes ou à certaines opportunités parce que si c'est incompatible, on va pas se rajouter encore du stress, voilà, du stress supplémentaire dans nos vies. Et puis aussi alors l'aspect santé mentale, on parlait de charge mentale. Ça aussi, c'est un coût, pareil. On dit que c'est important, etc. Mais alors, il y a le parcours psy, je n'ai pas testé. Alors, est-ce que ça marche? J'en sais rien. Mais est-ce que c'est suffisant? Les consultations sont saturées, les psys n'ont plus de plage horaire. Donc, ça montre bien que je pense que quand on traverse des moments comme ça, peut-être les divorces, les décès, les choses comme ça, qu'on soit solo parental parce que veuvage, parce que maladie, parce que autre, il pourrait y avoir une sorte de petit package d'accompagnement psy pendant, je ne sais pas, un forfait qui permettrait au moins déjà de se relancer, de perdre moins de temps. Voilà, c'est ça qui... Parce que comme je disais tout à l'heure, ce qui je trouve terrible, c'est entre 1 et 6, moi j'ai l'impression d'avoir perdu 4 ou 5 ans.
parce que en pilotage automatique, parce que on fait les choses parce qu'il faut les faire, mais on n'est pas dans son corps, en fait. On est dans sa tête. Il faut que ça avance, il faut déménager, il faut gérer le déménagement, il faut gérer l'inscription, il faut gérer la suite, il grandit et tout ce qui va avec. Et puis voilà. Donc, on pouvait faire ça. C'est super parce que déjà, tu vas être partiellement exaucée puisque j'ai le plaisir d'animer des ateliers en tant qu'hypnologue chez moi et mes enfants. Ah ouais, donc, c'est ça. Je crois qu'on a rendez-vous bientôt pour la fête des mamans. Oui, exactement. Pour un atelier qui aura lieu. Et puis, il y aura d'autres ateliers. Donc, n'hésitez pas à aller sur leur site ou sur les réseaux sociaux. La féminité, tu la définirais comment ? Alors, je dirais, avant, j'aurais tendance à dire que ça se traduit par les vêtements, le maquillage et être en bonne forme physique, etc. Aujourd'hui, pour moi, c'est plus qu'est-ce qui me fait plaisir. Voilà. Et c'est, pour moi, ma féminité, elle s'exprimera si je me sens bien et que je fais des choses qui me font plaisir. Voilà. Est-ce que ça ne se traduit pas uniquement par les vêtements ou par l'aspect extérieur, mais je pense que c'est justement se retrouver soi en tant que femme. Et ça, comme j'ai dit, ces dernières années, ça n'a pas du tout été le cas parce que on n'a plus de place, il n'y a plus de bande passante pour que cet aspect-là prenne sa place. Écouter ses besoins. C'est ça. De femmes. Oui. N'oublions pas qu'on peut être mère, on est avant tout... Des femmes. Des femmes. C'est ça. Vanessa, je te remercie beaucoup pour ce à partage. toi. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci. Et continuons ces discussions. Et puis, ces petits coups de baguette magique, parce que qui sait, une petite antenne, moi et mes enfants en Guadeloupe, ce serait quand même super chouette. Génial, ouais. Donc, on en parlera bientôt. Avec plaisir, en tout cas. Prends bien soin de toi. Merci beaucoup. Merci. Vox Feminarum remercie chaleureusement La Cité Audacieuse, tiers-lieu féministe sous l'égide de la Fondation des femmes. Un grand merci à vous, mesdames, pour votre soutien.